Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour réconcilier les humains avec les vivants, en eux, autour d'eux. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Comment habiter le monde ensemble? Voilà la question que nous continuons dans cet épisode à explorer avec Mathias Rollo. Mathias Rollo est architecte, chercheur et auteur. Dans la suite de notre entretien, nous parlons aujourd'hui de ce que peut être une architecture biorégionale, de comment continuer à faire avec le monde tel qu'il est aujourd'hui tout en développant des pratiques différentes, plus respectueuses du vivant. L'angoisse de notre époque vient qu'on ne sait plus où agir, où déverser notre énergie. Pourtant, il y a toujours un lieu où s'engager et c'est un bon pansement à l'angoisse, à l'éco-anxiété, pourrions-nous dire aussi. C'est aussi l'opportunité de déployer notre potentiel et d'agir selon nos valeurs, là où c'est possible. Et puis progressivement de le faire partout. Faisons-la depuis où l'on est, c'est là que nous pouvons agir, nous rappelle Mathias. Nos vêtements, le pétrole qu'on met dans notre voiture, le gaz, nos appareils numériques, tout notre mode de vie de bout en bout est externalisé hors de France. On pourrait dire aussi hors d'Europe, des États-Unis, etc. bien sûr. Sur des logiques extractivistes, d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres milieux en font les frais. Tout notre système de valeurs et de croyances est en train de se renverser. En tant que Blancs, nous avons un devoir moral de nous intéresser aux questions anticoloniales, antiracistes, car nous sommes la cause du problème. Et nous pouvons parler avec eux. Voilà quelques citations extraites de notre échange avec Mathias Rollo. C'est un entretien riche dans lequel Mathias Rollo livre de nombreuses causes et de nombreuses possibilités d'action. Pour nous en mettre en lien, on commence cet épisode par la fin du précédent. Chère auditrice, cher auditeur, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Je te souhaite une très bonne écoute. Entre là. Bref, une culture locale qui se réapproprie peut-être des espèces que peut-être même on peut remettre en totem. Je pense qu'on a toujours des totems en fait. Il y a des espèces emblématiques, c'est ça que je veux dire par totem. Dans les Alpes par exemple, il y a tout un tas d'espèces emblématiques qui fédèrent en fait, parce que le totem il fédère, c'est ça sa puissance je crois. L'espèce emblématique elle fédère. Bien sûr qu'il ne s'agit pas que de protéger les ours blancs et les pandas et les grands tigres. Malgré tout ça fédère des communautés parce que si on dit donnez-nous de l'argent pour protéger les termites d'Ouganda, ben, on a moins d'argent. Enfin, c'est un fait et ça fédère pas, quoi, les termites. Et donc, on peut retrouver des espèces emblématiques ici aussi. Le grand gypaète barbu, la marmotte, le bouquetin, ça fédère. Le castor, ça peut fédérer, j'en sais rien. Peut-être que aussi, ça peut être des animaux fantastiques. Dans les Alpes, on a le dahu, qui est un animal mythique, mythologique. Eh ben pourquoi pas, ça fait partie de ça aussi. Et je pense que ça peut faire une porte d'entrée pour passer d'un monde à l'autre. Parce que les espèces emblématiques, on a, je pense, plus de facilité à se dire que ces vilains ont une valeur. Les gens auraient plus de mal à dire, ben non, un grand bouquetin, qu'on le tue ou qu'on le tue pas, ça change rien, on s'en fout. Enfin, je pense que c'est plus difficile. Alors que écraser une fourmi, la plupart des gens diraient on s'en fout. Enfin, donc peut-être ça peut nous réancrer sur la valeur de la vie non humaine, que de se réattacher déjà à ces espèces emblématiques. Et de cette valeur de la vie non humaine, eh ben, peut-être on peut se réancrer sur, du coup, en effet, le rôle des sédiments dans les rivières, le rôle des micro-organismes, et donc le fait que la vie des castors est liée à ces micro-organismes, le fait que les castors prennent soin du caractère vivant des rivières, et que donc tout ça forme un tout, et que donc si on veut protéger le castor, eh ben, c'est un tout qu'il faut protéger. Peut-être ça nous aide à transiter. Mais c'est pas simple, et en plus sur la question du barrage, pour ce que j'en ai compris, il m'a semblé comprendre que les barrages, en plus, c'est la condition de possibilité du nucléaire en France. C'est-à-dire que sans barrage, on ne peut pas avoir les centrales nucléaires qu'on a, parce que les barrages règlent des niveaux d'étiage de l'eau qui sont nécessaires au refroidissement des centrales toute l'année.
Et que donc il y a aussi là un écosystème, mais plutôt de l'autre côté, infrastructurel et énergétique, qui est extrêmement complexe. Et donc le barrage, c'est pas uniquement de l'énergie propre qu'on produit ou renouvelable, c'est la condition de possibilité de l'énergie nucléaire. Donc c'est voilà, c'est le démantèlement d'un barrage, c'est tout, c'est tout un truc. Oui, il y a beaucoup d'impact, quoi. Un petit rappel de là où nous en étions restés la semaine dernière. Et voici maintenant la suite, que vous ne connaissez pas encore. On a parlé de récits de nature et finalement de comment on vit avec, au sein, par et pour la nature et dans. Vous aviez évoqué des critères d'une architecture biorégionaliste qui avait été mis en exergue avec une agence à Nancy, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben oui. Ben, je dois dire que c'est une agence j'aime bien et que je connais bien parce que c'est des amis, donc c'est déjà une enquête qui est très subjective, enfin qui est explicitement menée comme ça, quoi. J'avais envie d'interroger quelque chose qui fait partie de mon monde à moi, quoi, qui tout d'un coup n'est plus une traduction lointaine d'un texte d'il y a 50 ans de Californie, enfin qui a été une part de mon boulot dans cette question biorégionale, qui était de l'importation, de l'archive, de la traduction, enfin bref, des choses qui étaient très loin de ma vie. Et j'avais envie de reconfronter ouais, à quelque chose de très proche. Donc ces amis qui ont une agence qui s'appelle Studio Lada à Nancy, qui me semble faire un travail assez remarquable. Et évidemment, je suis pas le seul à le penser et à le dire. C'est une agence qui est primée, qui a eu pas mal des prix de la construction bois, qui a été nominée à des grands prix d'architecture à l'échelle nationale, etc. Qui est pas mal regardée, mais qui est pas regardée souvent avec ce prisme biorégional. Parce que, donc, on l'a dit, c'est une histoire qui est assez récente en France. Et puis, c'est un terme qui commence à arriver, mais dont pas beaucoup de gens ont saisi le sens vraiment, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il peut évoquer par lui-même, quoi. On entend assez vite bio, région. Il y a un local un peu vert. Bon, on peut deviner, quoi. Mais et j'avoue que même m'avait un peu posé la question à une époque en me disant, tiens, mais on a vu ce mot-là apparaître, on a vu que tu travailles là-dessus. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire? Enfin, donc c'est un peu une question qu'on s'est posée ensemble. Et c'était déjà il y a 5, 6 ans. Il y a 6 ans de mémoire. Et en fait, on n'a pas arrêté depuis 6 ans. Alors, on fait autre chose de nos vies, hein, quand même. Mais disons que c'est une conversation qu'on tient sur le moyen terme ensemble et qu'on met à jour au fil du temps avec leur agence qui évolue, avec mes positions à moi qui évoluent, avec ma vie qui bouge parce qu'à l'époque, j'habitais à Nancy. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, et donc, c'est assez intéressant aussi de tenir ce questionnement-là sur le moyen terme et d'y apporter des réponses un peu différentes, en fait, au fil du temps. Alors cette enquête-là, elle était étrange aussi parce que moi j'ai toujours eu un peu de difficultés et j'ai voulu freiner en fait quand des agences, enfin j'ai jamais eu envie que l'idée de biorégion ça devienne un label et qu'on se mette à labelliser, toi tu es biorégional, toi tu l'es pas, telle agence est biorégionaliste, telle autre ne l'est pas. Alors même que c'est des agences d'archi qui ont travaillé de cette façon-là sans connaître le mot, donc c'était toujours aussi un peu bizarre d'appliquer un concept a posteriori sur des trucs qui ne savaient. Alors, on serait biorégionaliste sans le savoir. Bon, je sais pas. Ça m'a toujours un peu posé question. Donc, en effet, on a cherché ensemble s'il l'était ou pas, mais avec ces réserves-là, bien conscient de ces réserves-là. Et bon, le résultat de l'enquête, c'est que, bah oui, à plein d'égards, ils le sont. Si on se dit qu'être biorégionaliste, c'est travailler justement dans un monde qu'on vit, qu'on habite en connaissance de cause, en essayant de favoriser des systèmes locaux un peu durables auxquels on participe dans une optique un peu frugale, dans une optique d'écologie mais sociale. Donc du coup en architecture ça veut dire travailler avec des matériaux, mais ça veut dire aussi travailler avec les artisans, les producteurs de ces matériaux, les filières en fait. C'est remettre à jour des filières euh, et donc des métiers, des savoir-faire, des vies humaines, quoi. C'est un peu la question de quelle vie je mets en œuvre sur mon chantier quand je dessine quelque chose en tant qu'architecte, et pas juste quelle forme, cette forme est-elle belle, est-elle fonctionnelle, est-elle économique, mais aussi est-ce que l'artisan qui va monter tout ça, je lui propose des conditions de travail décentes, est-ce qu'il travaille avec des matériaux toxiques, est-ce que ça forme une filière qui fait un territoire qui est fier de produire ce genre de matière et de savoir-faire. Enfin bref, c'est un peu toutes ces questions-là qui sont
qui sont en jeu. Donc c'est des questions qui sont pas du tout anodines parce que c'est très concret, quoi. C'est la vie des gens tout d'un coup qui rentre en jeu dans les questions écologiques. Et ça, clairement, eux, ils le font. C'est des gens qui prennent en photo les artisans et qui les valorisent et qui disent on est content de bosser avec ces gens-là, ils sont tout aussi importants que nous dans le processus de construction, enfin, ou les habitants, ou les élus, enfin, les techniciens, bref. C'est des architectes qui travaillent aussi à déconstruire cette pyramide de prestige au sommet duquel serait installé l'architecte avec euh, oui, son prestige de métier, quoi, et puis qu'en dessous, il y aurait des sous-métiers qui seraient là pour appliquer ce que lui a décidé, quoi. Eux sont pas du tout dans cette dynamique-là, et il me semble que c'est fondamental si on doit commencer à parler Oui, d'écologie. donc la non-domination, elle commence dès le départ par de la co-construction. Ben oui, et vice-versa, quoi. Il n'y a pas d'écologie sans déconstruction du système de domination. Après, à d'autres égards, non, il n'était pas entièrement biorégionaliste, pas parce que finalement c'est une agence tout à fait intégrée dans le système actuel, qui répond à des concours républicains, qui construit pour des marchés publics classiques, qui s'inscrit. Enfin, c'est pas une agence révolutionnaire, quoi. Ils sont pas complètement hors du monde, en contre-culture expérimentale, etc. Or, le système dans lequel on est, n'étant pas du tout biorégional, il y a un paradoxe à vouloir se dire biorégional tout en étant parfaitement intégré dans le système. Donc, par exemple, bah, c'est pas complètement une agence qui travaille de façon anarchiste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire justement dans une co-conception, co-construction avec les habitants. Non, c'est une agence qui travaille, oui, moi j'ai envie de dire de façon républicaine, quoi, avec des fonds étatiques, avec des réglementations étatiques, etc. On était d'ailleurs toujours un peu dans l'entre-deux, parce que le monde auquel nombre est aspiré, il est à construire aussi avec le réel comme il est aujourd'hui. Et puis, si on veut embarquer les gens aujourd'hui, faut pouvoir les prendre là où ils sont, comme ils sont, et puis aller ensemble un peu plus loin. Et quand on regarde un peu les écolieux, enfin tous ces endroits où on a cherché, où on cherche d'autres modes de coopération, d'habiter le monde ensemble, même là où les gens sont pétris de bonnes intentions, avec beaucoup de communs, en se formant de manière collective à des soft skills, à d'autres manières de construire et de prendre des décisions ensemble et de créer ensemble, on voit que ça frotte et que c'est pas si simple parce que le monde autour de nous, ben, il est là où il est aujourd'hui. Donc, on est peut-être forcé d'être dans cet entre-deux et peut-être que c'est ce qui permet la mutation. Peut-être que si on est trop idéaliste ou trop radical, j'ai l'impression qu'on a intérêt à être radical sur l'intention, l'objectif et puis à faire avec ce qu'on peut aujourd'hui, si on ne veut pas laisser trop de monde de côté. On est les habitants vers, voilà, maintenant on fait comme ça d'un coup, on est en organisation complètement libérée, vous êtes hyper autonome. Des gens qui l'ont jamais été sur ces plans-là, enfin, ils sont autonomes dans leur vie, mais pas forcément sur ce plan-là. D'un seul coup, c'est vertigineux, quoi. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. À la fois, le fait de constater qu'on est mis en incapacité par le système ne doit pas empêcher l'action. Et en même temps, je pense ça peut nous pousser de faire ce constat-là à plus de radicalité. Je pense en disant ça à une citation que j'aime bien qui dit mais en fait, tu ne peux pas te dire antiraciste dans un monde qui est raciste de bout en bout. Et donc, si tu veux vraiment être antiraciste, alors tu dois tout changer autour de toi. Et c'est, je trouve, cette invitation à la cohérence qu'on peut prendre de différentes façons, soit en s'accusant les uns les autres d'être toujours contradictoires, de jamais être assez pur, de jamais être assez radical, soit en se disant, bah non, c'est une invitation collective à aller plus loin et à considérer que oui, on est tous imparfaits et tous contradictoires, mais que justement, c'est pour ça qu'il faut poursuivre et aller encore un peu plus loin, quoi. Oui, ça me fait penser à l'incohérence dont parlait Olivia Hamon. Le désir de cohérence totale fige, hein, et la nature elle-même et les plantes elles-mêmes ont de l'incohérence et c'est avec ça qu'elles font arriver des fleurs à des endroits différents, inattendus et que le monde est dans sa variété. Il s'adapte, improvise tout le temps. Oui, je suis assez d'accord avec ça, et je pense que c'est une personne intéressante, évidemment, mais en même temps, moi j'aurais envie de poser la question je crois que la nature, elle est par-delà la cohérence, elle est ni cohérente ni incohérente, en fait, et que c'est aussi intéressant de le regarder de ce point de vue-là. Il y a mon chat à côté de moi pendant qu'on se parle, il est ni cohérent ni incohérent. Des fois, on a envie de se dire qu'il fait des trucs stupides, des fois, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, cet animal. On se comprend, il a tout de suite perçu je sais pas quoi.
Mais en même temps, je crois que le paradigme de la cohérence permet pas de comprendre ce que c'est un chat. Enfin, il travaille pas avec ce moteur-là. Et pour moi, une plante, ni cohérente ni incohérente. Bref, c'est un autre, ça, pour le jeu du débat, quoi. Oui, je comprends. Puis c'est c'est intéressant effectivement de se dire ça pour pas toujours avoir un regard, qui voudrait trop objectiver ou catégoriser ou qualifier, ou quantifier les êtres autour. Alors ça nous amène peut-être à ce sujet, qu'on n'avait pas encore complètement abordé ensemble ou juste un peu avec l'histoire du barrage. L'idée, c'est quand même d'aller vers de la décroissance, parce que la croissance durable, c'est quand même un peu une oxymore. Peut-être c'est le moment de parler ensemble de, qu'est-ce que c'est que la décroissance pour vous et une décroissance qui est reliée, au vivant? Donc, connecté à, non seulement aux humains entre eux, du point de vue, social, global, environnemental, antiraciste et est-ce que ça va jusqu'à l'antispécisme? Et comment on intègre les non-humains dans cette décroissance? Quelle forme ça peut prendre? Donc il y a plein de questions dans ma question et puis, quelles expériences, vous avez déjà vues, suivies, favorisées? Ouais, je crois de plus en plus que l'entrée décoloniale, elle transforme tout. Elle transforme tous les débats qu'on a eus sans elle. Elle transforme toutes les pistes qu'on a essayé de faire tenir sans elle, et du coup, en oubliant énormément de choses. Je pense à la question de la décroissance, par exemple, qui a posé énormément de bonnes questions depuis quand même très longtemps. Ça fait plusieurs décennies à minima que cette question est bien théorisée, qu'elle est évidemment dans les pratiques, dans plein de modes de vie, de façon consciente, etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez déjà ancien et bien installé, mais qui, alors chez certains auteurs, comme Serge Latouche d'ailleurs, qui a été un des porteurs du mouvement de la décroissance en France, Serge Latouche assez vite a posé la question du développement en disant mais la question, ce qu'il y a derrière la question de la décroissance, c'est la déconstruction du modèle développemental, je sais pas comment on peut l'appeler, dont le développement durable évidemment, mais en fait ce qui pose question c'est pas le côté durable, c'est le côté développement. Et avec tout ce qu'on voit de géopolitique là-dessus, le développement, comme on le voit sur un ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle Plurivers, le développement c'est le colonialisme déguisé. Enfin, d'une certaine façon, tout ce qu'on fait aujourd'hui sous couvert d'humanitaire, sous couvert des droits de l'homme, sous couvert du développement et des partenariats internationaux, je sais pas quoi, c'est des formes plus ou moins néocoloniales et impérialistes. Voilà, lui a posé avec Ivan Illich, avec d'autres assez vite, la remise en cause. D'ailleurs, il a parlé assez tôt de décoloniser les imaginaires, hein. Serge Latouche, et c'était pas qu'une métaphore, ça l'était un peu aussi, mais pas que. Et de plus en plus, il me semble que son discours est rejoint aujourd'hui par les militants antiracistes qui montent en puissance, par les écologies décoloniales comme les porte Malcolm Ferdinand et plein d'autres, et par des travaux décoloniaux importés d'Amérique du Sud qui nous arrivent de plus en plus. Il y a plein de traductions, il y a plein d'ouvrages même nés en France qui arrivent aujourd'hui, qui remettent en cause en fait tout un ensemble de fondements et de systèmes de valeurs, de termes, de concepts qu'on avait oublié de questionner
je pense en lien avec cette idée de décroissance, du type celui d'universalisme, par exemple, où on vient d'évoquer celui de développement, où on pourrait parler des droits de l'homme, où on pourrait parler du progrès, enfin, c'est tout un monde en fait qui est en train de s'effondrer, un monde de systèmes de valeurs et de croyances, parce que je pense que c'était des croyances toxiques, qui est en train de se renverser, et c'est pas que de la philosophie et des concepts, très pragmatiquement, très très pratiquement, enfin, en pratique, on peut, pour le dire autrement, on peut pas penser la décroissance sans voir que de toute façon, tous nos vêtements, tous nos appareils numériques, le pétrole qu'on met dans notre voiture, le gaz qui chauffe nos maisons, en fait, tout notre mode de vie de bout en bout est externalisé hors de France sur des logiques extractivistes, c'est-à-dire qu'en général, c'est d'autres peuples, d'autres cultures et d'autres milieux qui en font les frais. Euh, et que en fait, si on ne regarde que ici à quel point on produit un peu moins, on produit un peu mieux, ou on consomme un peu plus, on oublie une énorme part du système qui est ce qui se passait ailleurs surtout, en fait, et en quoi on est branché sur cet ailleurs. Donc, je crois que cette question décoloniale, elle permet de reposer les questions de décroissance pour les renforcer encore plus, c'est-à-dire il s'agit surtout pas d'abandonner le discours sur le low-tech, la frugalité ou la décroissance, mais au contraire de le réarmer, de le renforcer et de le rendre encore plus réaliste en fait, renforcé par ces entrées décoloniales. Ouais. Mais un peu plus concrètement, comment ça se fait? Enfin, est-ce qu'il y a... Et j'aurais envie de dire que la difficulté avec le concept de colonialité, parce que c'est ça qui est en jeu dans la question décoloniale, c'est le concept de colonialité et pas juste uniquement la colonisation. En fait, les pensées décoloniales, elles nous invitent, je vais essayer de synthétiser ça le plus clairement possible et le plus rapidement possible, même si c'est un peu compliqué, elles nous invitent à penser par-delà la colonisation, en disant, mais en fait, les questions de colonie, ça n'est qu'une conséquence de quelque chose de plus structurel, de quelque chose qui était là avant et qui se poursuit après la colonie, qui est une colonialité, c'est-à-dire fondamentalement en fait un racisme intrinsèque à une culture, à un mode de vie. Et c'est cette colonialité qu'il faut déconstruire. Bien sûr que ça pose du coup des questions de colonie, de colonisation, mais du coup pas que. Et c'est là que moi ces questions-là m'intéressent et là où je me sens pleinement concerné à plusieurs égards. C'est pas en tant uniquement qu'habitant d'un pays qui a encore ses colonies, hein, on pourrait dire aujourd'hui, d'une certaine façon, qui a été encore plus un empire colonial par le passé, mais c'est aussi en ce que, du coup, la colonialité, il me semble, de notre pays, ici et maintenant, je la retrouve, moi, au quotidien. C'est-à-dire, bah oui, par un racisme qui est omniprésent dans nos vies, on le voit avec les contrôles aux faciès, on le voit avec la manière dont sont structurés les métiers dans ce pays, et qui plus est dans l'architecture, enfin qui plus est non, mais tout autant dans l'architecture. C'est euh, sur un chantier, les origines culturelles, elles sont multiples et elles le sont beaucoup moins dans une agence et encore plus dans les agences primées de ce pays. C'est-à-dire plus on monte dans l'échelle de la domination de l'architecture et plus les gens sont blancs, enfin tout simplement. Il y a une domination sociale qui en fait est une domination raciale de façon systématique. Les gens qui vident nos poubelles, les gens qui nettoient nos locaux, les gens qui construisent nos bâtiments sont en immense majorité des gens qui sont racisés, qui sont sous-payés, qui s'usent les corps pour pas un rond, de façon invisible, sans aucun horizon sans aucun espoir de changer de classe sociale ou d'arriver à comment on dit, progression de carrière. Enfin voilà, alors que, en effet, de l'autre côté, nous, classe blanche, on est plutôt appuyés sur ces métiers invisibilisés, racisés, exploités, et on a un accès, bah, comme là, au podcast, à la parole, à l'écriture pour ce qui me concerne, en publiant des livres, à des postes comme ceux de maître de conférence, d'architecte, etc. C'est ça aussi qu'on appelle la colonialité d'un système que moi je vois de façon très concrète dans ma vie grâce à ces lectures et qui me semble du coup me poser des questions qui concernent un ici et maintenant qui dépassent la simple question de la colonie, de l'ex-colonie
algérienne ou de est-ce qu'aujourd'hui en Kanaki c'est encore une colonie contemporaine. Enfin, c'est par-delà la question coloniale. C'est vraiment une colonialité qui est totale, qui oui, qui fusionne avec celle en fait à la fois du racisme et de l'impérialisme français à l'international. Et donc, c'est compliqué à mettre en concret tellement c'est concret. Je veux dire que c'est compliqué de donner des exemples tellement tout notre mode de vie de bout en bout, Oui, il est imprégné de ça, quoi. c'est partout en fait. On le voit même plus tellement. Moi, depuis ma naissance, je suis habitué à ce que les gens qui vident les poubelles quand je les vois passer dans la rue, ce soient plutôt des hommes, soit de classe populaire, soit racisés, soit les deux. Enfin, et ça a toujours été comme ça. Et il faut réouvrir les yeux là-dessus. En fait, c'est ça que ça nous impose, ce discours de la colonialité, c'est de réouvrir les yeux sur le monde qu'on vit, dans lequel on vit. Et si on étend ça aux non-humains, on peut dire un peu la même chose. C'est une logique de domination, du fait qu'on se permet de prendre sur le territoire d'autres animaux et on n'en a rien à faire. Et on va même avoir des gens, par exemple, qui vont râler parce que des oiseaux prennent dans les arbres, sauf que c'est pas leurs arbres. Et ils ont aussi besoin de manger des cerises, enfin, des choses aussi simples que ça. Et puis trouver normal de mettre des chevaux dans des box alors que c'est pas du tout ce dont ils ont besoin pour aller bien, enfin, etc., quoi. Ils mettent des chiens en laisse dans des villes, enfin, on peut aller à l'infini. Si on voit bien effectivement les formes que ça prend aujourd'hui encore, cette logique de domination, est-ce qu'on a des expériences que vous avez en tête, d'environnements concrets, de choses concrètes qui se font avec les gens presque hors de cette question raciale et dominante, avec toutes les limites qu'on a vues tout à l'heure? C'est quand même dans un monde qui est complètement là-dedans, c'est un peu difficile d'être totalement dedans, et qui laisse qui laisse leur place aux non-humains. On a forcément un tas de petites choses très locales avec des petits groupes qui font ça chez eux. On a des gens, moi je pense à des gens que je connais qui ont décidé d'acheter des hectares sur lesquels ils remettent des chevaux qui vont progressivement retrouver un état un peu sauvage. Enfin, il y a des choses de ce type donc, qui sont très, très, très locales et presque individuelles. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que spontanément, je pensais à la même chose en me disant, mais oui, le premier niveau, c'est celui de toutes les associations dans toutes les villes, les villages de France, il y en a une quantité qui réagissent quotidiennement à une famille qui dort dans la rue, à des sans-abri, des sans-papiers qu'on accompagne, à qui on donne la parole, à qui on donne de la place, avec de qui on apprend en fait aussi. C'est souvent, je crois, pas toujours, mais c'est souvent pas dans des logiques paternalistes d'aller les aider, mais Oui, voilà. parce que ça serait encore colonial. Oui, oui, tout à fait. Mais je crois que il y a plein, il y a des milliers d'initiatives en France. C'est pas exagéré de dire des milliers d'initiatives qui, qui sont décoloniales, postcoloniales dans ce sens-là, parce qu'elles sont dans des logiques horizontales, collaboratives. Je pense, il y en a des plus ou moins célèbres. On peut penser à Cédric Héroux qui travaille à la frontière franco-italienne avec tout un tas d'autres gens voilà, à accueillir comme il peut tous ceux qui ont besoin d'accueil, enfin, et qui subit des pressions, des violences juridiques, des violences politiques, enfin, en fait, l'envers du décor, il est celui-là aussi. Je sais que la question, elle est sur la positivité et les exemples concrets qui marchent et qui rendent de l'espoir. Moi, malgré tout, je peux pas m'empêcher de noter que si on peut toujours donner des exemples, mais on peut pas s'empêcher de se dire que ces exemples, ils sont toujours arrachés face à une violence qui essaie de les faire taire. Et que s'il n'y a pas plus d'exemples aujourd'hui, c'est qu'il y a des forces réactionnaires, c'est qu'il y a il y a des contre-révolutions, il y a des... C'est important de se le dire aussi, parce qu'il faut être lucide par rapport à ça, qu'effectivement, des gens qui osent prendre ces engagements-là, ils sont en train de contrer un système qui est plus que centenaire. Donc, c'est pas rien. Il y a effectivement beaucoup de violence autour. Quand je pense même là aux actions de Sophie Rabi avec la ferme des enfants, qui a dû fermer ce lieu, qui a duré plus de 10 ans, qui était un écolieu, qui avait créé une forme d'école, qui laissait toute leur place aux enfants, aux apprentissages, à la co-construction, etc. Et à un moment donné, les gens ont trouvé que ça allait trop loin pour eux par rapport à leur référentiel. Et bon, je ne sais pas si c'est exactement ça. Enfin, il y a eu ce facteur-là plus plein d'autres, mais en tout cas, ils ont dû partir de ce lieu qu'ils avaient créé. La violence, en plus, elle est à tout niveau, parce que le système, il intègre tellement des paramètres qui vont ensemble que le déconstruire, c'est effectivement pas rien. Ouais, Ouais, tout à fait. Et je pense qu'on insiste de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de choses encore encore une fois, qui sortent là-dessus. Je pense aux travaux de Juliette Rousseau aux éditions du commun, par exemple, qui a traduit notamment La joie militante,
qui a écrit un livre de mémoire qui s'appelle Lutter ensemble. Enfin, le dernier livre de Mona Chollet aussi sur la culpabilisation, tout le dernier chapitre, il porte aussi un peu là-dessus. Il y a, voilà, il y a de plus en plus de prise de parole dans les mondes militants et d'action aussi sur se prendre soin les uns des autres, sur se résister à la culpabilisation, à l'accusation réciproque et en fait faire front face aux forces réactionnaires, aux forces contre-révolutionnaires, aux forces qui nous empêchent d'essayer de construire des exemples stimulants, des lieux vivifiants. On a à faire front de façon solidaire parce qu'en face, il y a une vraie violence qui nous est revenue. Donc si en plus on rejoue cette violence entre nous, activistes, ça devient impossible. Je crois que les discours d'Ouria Boutelja là-dessus, tels que je les entends, tels que je les comprends, j'espère que je ne trahis pas son discours, mais ils sont clairs pour moi, ils sont stimulants dans le sens où elle dit bien la nécessité de faire front commun sur des actions situées avec des groupes qui s'allient le temps d'une lutte donnée. Comment à un instant T on peut avancer sur une position, avec qui on peut avancer là-dessus, et ben essayons de faire alliance, avançons là-dessus, et le coup d'après on verra. Ça c'est un discours qui me semble pragmatique, efficace, stratégique, c'est la seule chose à faire je crois aujourd'hui, sans se poser plus de questions en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on signe un contrat d'alliance et d'amitié pour toujours avec ces gens-là, qu'on sera pour toujours associé au fait qu'à ce moment-là, on a fait alliance avec un tel. Non, mais pour avancer sur cette question, on a eu besoin d'eux. Et c'est un discours que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps chez Brigitte Gauthier, qui est la présidente et fondatrice de L214, avec qui j'ai fait un entretien sur ces questions-là, justement, de violence militante, parce que je voulais savoir comment elle s'en sortait, comment elle faisait pour faire face à, parce qu'on imagine bien que ça fait partie des personnes dans ce pays qui reçoivent quotidiennement des lettres d'insultes de la part de la moitié du pays en tant que L214. Et donc, voilà, j'avais envie de l'entendre sur comment elle s'en sort face à tout ça. Ça a été un entretien donc, qui va paraître bientôt dans la revue L'Amorce, qui est une revue antispéciste justement. Et donc, je suis très très content parce que moi, c'est un entretien qui m'a beaucoup apporté. Et j'ai retrouvé un peu ce discours-là aussi chez elle, un discours très pragmatique qui dit, ben, on sait bien que, à nouveau, j'espère ne pas trahir ses propos, mais en gros, on sait bien que euh, faire sortir les poules des cages, ça n'est pas un horizon suffisant. Nous, on ne veut pas s'arrêter à ça. Mais en attendant, on n'arrive même pas à faire ça. Donc la première étape, c'est d'essayer déjà de faire sortir les poules des cages. Et avec qui on peut faire alliance là-dessus? Ben, on peut faire alliance avec tout un tas de gens des mondes paysans, des mondes intellectuels, et on devrait faire alliance déjà pour faire sortir les poules des cages. Et puis après, on verra l'étape d'après. Et j'ai trouvé que c'était très sage parce qu'en tenant à la fois quel est le premier pas qu'on peut faire et en même temps quel est l'horizon qu'on vise, qui ne s'arrête pas à ce premier pas, et ben je trouve qu'elle tient une ligne éthique qui est enfin, pour moi indémontable aujourd'hui, quoi. C'est les deux choses qu'il faut tenir en permanence. Oui, le présent et l'avenir qu'on dessine. Exactement, l'idéal et le pragmatique, où on peut le faire un peu comme on veut. Hey, what's up, guys? We're Flip Turn, and we're here at the Sugar Shack. 1, 2, 1, 2, 3, 4. You were married in Savannah to red wine and a salt white wedding ring. The church you could see from Manhattan, 'cause you knew that's exactly where I would be.
too late. Et voilà, peut-être que chacun peut trouver, sans doute, en y réfléchissant un peu, en ouvrant un peu les yeux, en cherchant un peu autour de lui ou elle, dans sa propre vie, des initiatives qui existent sur les questions de décroissance, sur les questions animales, sur les questions décoloniales, sur les questions féministes, sur les questions, etc. Et rejoindre ou non ces initiatives avec cette double conscience de la solidarité d'une part et puis du pas pragmatique à faire, mais qui suffit pas d'autre part, pour trouver des lieux où s'investir de façon positive et du coup donner du sens à sa vie, parce que sans doute l'angoisse face à l'époque, elle vient quand on sait plus agir, quand on peut pas agir. Et là, du coup, on se retrouve angoissé parce qu'on n'a pas lieu où déverser son énergie finalement. Mais en fait, je crois oui, il y a que ça, des associations qui demandent du renfort autour de nous, ou qu'on habite en France, à peu de choses près. Ou alors, il faut en monter une, mais ça change rien, il y a tout à faire. En fait, dans tous les cas, il y a toujours un lieu où s'engager. Et je crois que c'est un bon pansement à l'angoisse. Ouais, c'est vrai que d'agir, effectivement. Et puis en plus, ce qui est intéressant là, c'est que non seulement on agit au présent pour un but qui donne du sens à notre vie et qui peut nous stimuler pour déployer aussi notre potentiel individuel et pas être dans des choses trop étriquées. Et en plus, ça nous apprend d'autres manières de vivre et de voir qu'on peut à notre tour rayonner là où on existe ailleurs. Parce qu'il y a aussi cette question qui est pas toujours facile parfois quand on a un idéal assez fort, soit antispéciste, décolonial, qui fasse la place aux non-humains, et cetera. C'est qu'après il y a la vie comme elle est aujourd'hui, avec toute sa violence, toutes ses contradictions, enfin tout ce qui fait que c'est pas complètement aligné avec les valeurs qu'on porte en soi. Et on a peut-être à faire, avec ces différents temps, ces différentes dimensions, des moments de décalage, des moments où on va être, complètement dans nos valeurs, mais qu'on va pouvoir rayonner et du coup, ça va nous rendre peut-être plus capables d'influencer le monde, ordinaire, violent, enfin dans lequel on vit ou dans lequel peut-être on gagne notre vie aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On m'a rien dit. On a dit d'un livre que j'ai écrit il y a pas longtemps qu'il était réformiste et révolutionnaire à la fois. Et c'est pas des mots que j'emploie moi d'habitude, et ça m'a pas mal questionné. Mais c'est vrai que je crois que ça rejoint un peu ce qu'on se dit là aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours aujourd'hui sur la désertion et le fait de quitter les métiers qu'on fait pour retrouver des métiers qui ont du sens. Et j'avoue que de la position que j'occupe socialement et existentiellement en France aujourd'hui, en 2024, qui est celle d'enseigner l'architecture, ce discours de la désertion, il me semble difficile à entendre pour ce qui me concerne moi et pour ce qui concerne le métier que je fais. Parce que si j'y croyais, il y a longtemps que j'enseignerais plus l'architecture, ou alors je l'enseignerais pour dire aux gens arrêtez et barrez-vous de l'école et faites autre chose. Enfin, finalement, comment on peut continuer à enseigner dans une université si on ne croit pas que ça a du sens de former les gens à l'architecture? Alors certes, il faut les former autrement. Il faut tenir un discours critique, il faut alerter. Et c'est là que le discours peut-être réformiste arrive, c'est que moi je crois justement, j'ai envie de dire aux gens qui sont à l'école d'archi, restez, mais faites les choses autrement. Aidez-nous à métamorphoser l'architecture, aidez-nous à changer le système. Faisons ensemble en sorte que l'architecture, ça veuille dire autre chose. Et donc, si vous désertez, bah, ça veut dire que vous avez compris le problème et que plutôt que de le confronter, vous choisissez une forme d'île de secours, de bouée de secours, d'île déserte, ou pour fuir le problème en fait, plutôt que de nous aider à le confronter. Donc, c'est pas quelque chose que moi j'aurais tendance à accompagner aujourd'hui. Et voilà, je réponds tout ça parce que là, on évoque de faire depuis là où on est, quoi. Et donc, il me semble qu'en effet, si on passe son temps à bouger et à changer de place, eh ben, on est aussi un peu dans la fuite. En réalité, faire depuis là où on est, ça peut toujours être intéressant si vous travaillez dans le luxe et que vous êtes d'une famille aristocratique et que je ne sais pas quoi. Peut-être que de là spécifiquement où vous êtes, vous avez un rôle à jouer dans cette transition que d'autres gens ne peuvent pas prendre en fait, parce que vous êtes proche vous avez une capacité
social de parler à des gens que d'autres n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas accès à ces gens-là. Vous avez des moyens financiers que d'autres n'ont pas, enfin bref. Ouais, et puis dans le luxe aussi, des moyens peut-être de valoriser un travail artisanal, mais d'une manière non coloniale, non dominatrice, qui fasse avec eux, etc. Ouais. Et donc toute la question, ce serait de se faire l'avocat d'eux. Alors la difficulté, et puis voilà, là on parle de questions décoloniales. Moi, je subis pas le racisme au quotidien. Enfin, donc je suis pas le premier concerné par les questions de racisme. Malgré tout, je pense que je parle aussi de féminisme, mais je suis pas une femme, mais je suis pas concerné par. Enfin, je suis pas concerné, c'est pas vrai, parce qu'en fait, les hommes, selon leur biographie, subissent aussi des violences patriarcales s'ils ont vécu un inceste, s'ils ont vécu. En fait, ça existe aussi. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours les hommes, les agresseurs. Ça, c'est clair. Par contre, je pense que des fois, on oublie un peu que c'est pas que les victimes. C'est pas que les femmes les victimes. Et les hommes, en fait, agressent beaucoup les femmes, mais aussi un peu d'autres hommes, qui soient homosexuels ou qui soient hétérosexuels, qui soient enfants ou qui soient vieux ou qui soient. Bref. Ce que je veux dire, c'est que ça m'empêche pas de parler de féminisme aussi, même si je suis pas une femme. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on peut en parler en tant que premier concerné quand on subit des violences, mais aussi on peut en parler aussi en tant que faisant partie du groupe qui est les premiers responsables. Nous, en tant que blancs, on a en fait, je pense, on a un devoir moral de s'intéresser, de prendre position et de lutter sur les questions antiracistes et anticoloniales, justement parce qu'on fait partie du problème. Et que donc, il ne s'agit pas de parler à la place des autres. Il ne s'agit pas de parler à la place des peuples autochtones qui sont colonisés ou des racisés qui subissent le racisme. Mais il s'agit d'essayer de leur faire de la place pour entendre, enfin, d'écouter leur discours, de leur faire de la place pour qu'ils puissent le tenir encore plus. Et puis peut-être de prendre la parole avec eux. On peut quand même encore faire ça, parler avec. Et je crois que c'est exactement ce qu'on fait avec les animaux, justement. On n'essaye pas de dire ce que c'est que d'être une vache. Par contre, on perçoit bien les violences qu'elle subit. Il faudrait être aveugle pour pas le voir. Et on peut parler avec elle parce qu'avec un peu d'empathie, on voit bien quand même que vivent les animaux aujourd'hui. Oui, parce qu'on entend quand même les pleurs d'une vache à laquelle on enlève son veau à la naissance. C'est juste, même les agriculteurs, ils ont peur, quoi. Donc Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé que vous voudriez dire avant qu'on se quitte ? Je crois pas, c'est gentil, je vous remercie pour cet échange, c'était très agréable et j'espère que ce sera stimulant pour qui nous écoute. Merci beaucoup à vous. Merci Mathias. Si vous voulez en savoir davantage sur Mathias Rollo, sur ses parutions, sur son travail, vous trouverez comme d'habitude le lien vers son site et toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!